Bon, parlons de Liam Lawson, mais également de Franco Colapinto. Les nouveaux pilotes en Formule 1, eh bien, font des performances absolument étincelantes. Plus particulièrement pour commencer, avant de parler de Franco Colapinto, mais de ce pilote qui joue sa carrière en Formule 1 potentiellement l'année prochaine du côté de chez Red Bull Racing, à la place de Sergio Perez et donc au côté de Max Verstappen. Eh bien, premier week-end de Grand Prix en tant que pilote titulaire pour Liam Lawson, et premier week-end de Grand Prix amplement réussi. Il est passé par toutes les émotions comme Liam Lawson, parce que quand même... si je fais un résumé du premier Grand Prix de Liam Lawson en Formule 1, on est quand même passé pour Liam Lawson. Premier week-end de Grand Prix pour Liam Lawson en Formule 1 en tant que pilote titulaire, et il est passé par toutes les émotions. Mais dans la fidélité, ça a été un Grand Prix absolument exceptionnel pour lui, pour Liam Lawson. Mais si on fait un résumé du Grand Prix, on commence déjà par un week-end de Grand Prix qui commence en sachant qu'il allait partir 19ème, ou du moins dernier de ce Grand Prix des États-Unis pour son premier Grand Prix en tant que pilote titulaire, parce qu'il y a eu des places de pénalité pour changement d'élément moteur qui ont été concédés par Daniel Ricciardo. Mais il prend la Daniel Ricciardo, donc dans le règlement, lui il doit partir dernier. Bon, voilà. Derrière, en course sprint, eh bien, il se fricote avec justement Fernando Alonso, mais papy Fernando Alonso lui dit ouvertement: écoute-moi bien, je vais ruiner ton week-end. Donc déjà, Liam Lawson, pour commencer sa carrière en tant que pilote titulaire en Formule 1, quand t'as Fernando Alonso qui lui met justement une pression de zinzin, alors que lui est tout jeune, bon, pas fantastique, hein. Mais bon, Papy Alonso manque de maturité alors qu'il a 63 ans et champion du monde sous Jacques Chirac. Mais bon, ça c'est un autre débat. Bon, déjà, c'est pas ouf pour commencer la belle ambiance de la villa. Derrière, séance de qualification, bon, il a pas pu réellement, il a pas pu la faire de toute façon. Mais surtout derrière, Grand Prix, il part 19ème. Il vient terminer dans les points à la 9ème place. Et il vient aussi donner une leçon au passage à Fernando Alonso. Week-end fantastique de Liam Lawson qui fait un premier Grand Prix en carrière en tant que pilote titulaire en F1 chez Visa Cacha PRB. Absolument étincelant. Exceptionnel. C'était un peu inattendu, mais ça montre réellement la valeur de Liam Lawson, du pilote néo-zélandais, qui est attendu comme étant le prochain pilote Red Bull Racing aux côtés de Max Verstappen l'année prochaine. Est-ce que ça se réalisera, oui ou non, c'est une autre histoire, mais la comparaison directe se fait avec justement Sergio Perez. Parce que pendant tout ce week-end de Grand Prix, Sergio Perez a été, totalement, pendant tout ce dimanche de Grand Prix, Sergio Perez a été aux abonnés absents. Il faut même se rendre compte que Liam Lawson a été 5 dixièmes au tour plus rapide en Q1 par rapport à Yuki Tsunoda en séance de qualification. Et il a été en course plus rapide de quasiment 3 dixièmes que Tsunoda en termes de rythme de course. Et il a parti 19ème, il a terminé 9ème. Il est parti 19ème, il a terminé 9ème, justement Liam Lawson. Et il a terminé seulement à 11 secondes à la fin du Grand Prix de Sergio Perez. Je rappelle que Liam Lawson partait 19ème, hein. Perez partait dans le top 10. Voilà. Et à la fin, il va prendre une 9ème place et donc marquer les 2 points de sa première course de la saison. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il prend aussi il met aussi un 1-0 à Yuki Tsunoda et Liam Lawson. Bref, dans la grande globalité, ce week-end de Grand Prix de Liam Lawson est absolument étincelant, exceptionnel, justement, Baby Show. Voilà. Il n'y a pas de débat. Signez-le pour l'année prochaine à la place de Perez. Ah bah bon, voilà. Ah non, mais il y a un moment. Ouais. Non, mais le gars, tu remplaces Ricciardo l'année dernière aux Pays-Bas au pied levé. Tu nous fais une course sensationnelle avec de la pluie et tout ça, où il y a mieux pour débuter en Formule 1. Ouais. T'arrives, tu nous sors quand même un excellent week-end. Là, tu reviens un an après en ayant quasimo pas roulé, peut-être fait des tests Pirelli à droite à gauche, mais sans plus. T'arrives là. Tu fais quand même un très bon week-end dans l'ensemble. Tu pars dernier parce que Ricciardo a dû tout changer, mais forcément t'as la même voiture, donc c'est toi qui prends toutes les pénalités. T'as un Alonso qui te dit: je vais te servir un enfer. Au final, Lawson l'a bouffé matin, midi et soir, que ce soit le samedi ou le dimanche. Ouais. Il finit dans les points, et en plus de ça, de façon magnifique face à Tsunoda, qui lui-même en course l'a pas compris. Il fait: qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Bah oui, Lawson il a été meilleur. Sur l'optimisation de la stratégie. Lawson nous a sorti un week-end très très fort, encore une fois. Donc c'est pour ça que moi je suis pas surpris vraiment du niveau de performance qu'il a pu nous sortir ce week-end-là. Il a été très très bon ce week-end-là, tout simplement. Et pour moi, c'est que le début sur les 5 derniers Grands Prix encore qui nous reste à venir. Ça s'équilibrera peut-être un petit peu avec Tsunoda. Mais en tout cas, il faut constater que la vitesse et la performance du côté de Lawson, elle est présente.
Elle est clairement présente. Pour un noter en plus, on était en week-end de course sprint. Hein. Bien sûr. Et c'est important de prendre ça en compte. Un week-end de course sprint et Liam Lawson est arrivé. Il a eu qu'une petite séance d'essai libre pour se mettre en jambes, 60 minutes, et il est allé faire ce genre de performance. Et c'est même étonnant d'ailleurs hein, de voir quand même Liam Lawson arrive et se met au niveau des... Alors même de pas de Perez, hein, mais au niveau de Yuki Tsunoda et vient battre Yuki Tsunoda dans la finalité du Grand Prix quand même. Hein. C'est ça. Mais ça montre que le gars est bon quoi. Ça montre que le gars est bon, que Red Bull a eu raison de croire en lui, de lui donner son opportunité sur cette fin de saison. Et je pense qu'on croise les doigts chez Red Bull pour que ça continue comme ça jusqu'à la fin de la saison pour pouvoir le remplacer, pour pouvoir remplacer Perez. Je pense, c'est clairement l'objectif, c'est un test grandeur nature. Pour le moment, la première, elle est amplement réussie. Ouais. Bon, c'est parfait. Et ce qui indique aussi que, et ça confirme tout ce qu'on disait, comme quoi Sergio Perez du côté de chez Red Bull, ce n'est plus possible. Ce n'est plus acceptable de voir Sergio Perez du côté de chez Red Bull. Ce Grand Prix des États-Unis du Mexicain a été une catastrophe. Une catastrophe. Pas essentiel. Je vais même aller au-delà même de la comparaison par rapport à la concurrence qui est censée être directe, à savoir la bataille contre McLaren, Ferrari, bien sûr pour Sergio Perez, parce qu'il n'est même pas dedans. Mais au-delà même de tout ça, la comparaison se fait par rapport justement à Liam Lawson. Liam Lawson partait 19ème de ce Grand Prix des États-Unis. Sergio Perez partait 8ème ou du moins dans le top 10. 9ème, ouais. 9ème pour être précis. Dans la finalité, Liam Lawson remonte de la 19ème place et termine proche, non loin de Sergio Perez. Il termine 9ème, Liam Lawson. Il termine à moins de 12 secondes, justement, en course, de Sergio Perez. Et en plus de ça, quand vous regardez le Grand Prix de Sergio Perez, il a été à l'agonie. La comparaison directe par rapport à Max Verstappen, à la limite, Verstappen se battait pour la victoire du Grand Prix. Excusez-moi, mais bon, c'est pas possible. Surtout quand tu mets dans le contexte que, justement, Christian Horner a dit juste avant ce Grand Prix des États-Unis qu'il n'était plus acceptable de voir un gap aussi important entre le pilote numéro 1, Max Verstappen, et le pilote numéro 2, qui est Sergio Perez. C'était plus possible. Et surtout vis-à-vis de l'année prochaine, où ce sera aussi très compliqué si tu gardes Sergio Perez. Et surtout que quand tu regardes le Grand Prix de Perez, du coup, il a été, mais en difficulté contre Franco Colapinto avec une Williams, et contre une Visa KHRB, je crois celle de Yuki Tsunoda. Ouais. Voiture qui est censée être la deuxième écurie de Red Bull. Il y a presque 40 secondes d'écart entre Verstappen et Perez à la fin de ce Grand Prix. Tout montre que Sergio Perez du côté de chez Red Bull, ce n'est plus possible. Il y a eu un espoir au Grand Prix d'Azerbaïdjan, mais là maintenant, surtout que tu as Lawson qui est du côté de chez Visa KHRB désormais, qui veut le paquet de Sergio Perez et qui est en essai, grandeur nature avec Yuki Tsunoda pour aller obtenir le paquet de Sergio Perez pour montrer qu'il mérite les deux pilotes d'avoir le paquet de Sergio Perez. Mais du moins pour Sergio Perez à l'heure actuelle, rien ne montre que Red Bull doit garder Sergio Perez. Ce n'est plus possible. Là, c'est trop loin, c'est catastrophique. Il n'y a rien qui va. Et là, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête pour le bien de Red Bull Racing. Perez ne peut plus rester du côté de chez Red Bull Racing. C'est impossible. Impossible. Ou même Russell qui partait des stands. Exactement. George Russell partait des stands. Alors oui, il fait une course absolument étincelante, exceptionnelle en termes de rythme de course. Et alors, mais quand même, Russell vient terminer dans la finalité du Grand Prix devant Sergio Perez. Alors qu'il partait de la pit lane. Tout en sachant que George Russell avait reçu 5 secondes de pénalité dans ce Grand Prix. Et oui. Oh, mais attendez, c'est trop, c'est pas possible Sergio Perez là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe absolue. C'est le gars d'un vainqueur en 2025, sachant qu'un gars comme Colapinto en aura plus avec la masterclass qui sort, depuis qu'il est là, avec la voiture qu'il a, c'est incompréhensible. Oh bah là, Perez qui reste, c'est incompréhensible. Et ça, c'est un fait, Baby Choum là. Ah bah bien sûr, c'est pour ça que je disais, ce que je disais la semaine dernière, c'est rendez-vous à mon avis dans 2 semaines, communiquer Red Bull, merci Perez, adieu, bon Lawson Ciao l'artiste. Et bon vent. Ouais. Bah non mais oui, c'est ça. Aujourd'hui la collaboration Red Bull-Perez, elle ne marche plus, du tout, et il faut stopper l'hémorragie, aussi bien pour Perez que pour Red Bull. C'est aussi simple que ça. Oui, effectivement, que comptablement parlant, ça fait mal pour le championnat constructeur, effectivement, que Perez coûte énormément de points. D'argent. Et d'argent. 5 millions, 6 millions quasiment. Hein. Et voilà, ça a été couplé au fait que, voilà, depuis un petit moment, en fait, on ne considère plus Sergio Perez au sein de chez Red Bull. On savait que c'était que c'était l'écurie de Max Verstappen, mais on en est à un point, en fait, ces derniers temps, où c'est... Perez est là parce que en Formule 1, il faut 2 voitures par écurie.
tout simplement, et que tu pourrais mettre Perez ou n'importe qui d'autre, ça serait même pas un problème en soi pour Red Bull. Sauf qu'aujourd'hui, 2025, convergence peut-être des performances, on se dit qu'ok, 2024, on risque peut-être de passer à côté du titre constructeur, on se met en difficulté au titre pilote parce que Verstappen n'a aucun soutien derrière. Pour 2025, je pense, en tout cas, du côté de chez Red Bull, on se dit on veut absolument pas revivre ce genre de situation et ce genre de saison, et que le meilleur moyen pour ça, c'est de remettre à zéro, d'avoir une bouffée d'air frais, et rien de tel qu'un petit peu d'insouciance à la Liam Lawson. Maintenant, il faudra espérer, et c'est pour ça qu'on se dit que le remplaçant naturel, c'est Lawson, qu'on attend justement cette annonce-là pour Perez, mais il faudra pas reproduire non plus les erreurs du passé. On a vu ce que ça a donné avec Gasly, on a vu ce que ça a donné avec Albon. Donc voilà, va falloir être vigilant par rapport à ça, et que si on fait monter Lawson, va falloir quand même essayer de le mettre dans une situation où il sera capable d'apporter quelque chose et d'aider Verstappen en piste, et ne pas reproduire un Perez bis, tout simplement. Surtout avec une voiture qui s'annonce tout aussi compliquée l'année prochaine, puisque je rappelle que la voiture 2024, en 2025, ce sera une évolution donc de la voiture 2024, donc faudra pas... la voiture qui s'annonce compliquée là, bon là. Bien sûr. Et puis l'autre pilote qui est bien sûr étincelant, c'est Franco Colapinto. Colapinto qui a été absolument magnifique également aussi durant ce Grand Prix des États-Unis. Justement, il est là, Franco Colapinto, qui a été d'ailleurs célébré durant ce Grand Prix des USA avec le nombre de supporters sud-américains qui sont venus le voir, forcément proche d'Amérique du Sud, au Texas. Franco Colapinto qui termine 10ème, qui va chercher le point de la 10ème place. Et c'est un moment important, un moment charnière d'ailleurs dans cette 24 heures de Formule 1, parce que on voit que Franco Colapinto est au niveau d'Alexander Albon. Ça se vérifie notamment par justement les places au classement des Grands Prix. 9ème place pour Albon, c'était pour le premier Grand Prix, c'était quelle date? C'était au Grand Prix d'Italie, Grand Prix de Colapinto. Colapinto terminé 12ème, 8ème place pour justement Colapinto, 7ème pour Alexander Albon, abandon pour casse-moteur pour Albon, c'était au Grand Prix de Singapour, 11ème place pour Franco Colapinto, Grand Prix catastrophique pour Albon, mais Colapinto lui termine 10ème. Le niveau de Colapinto, est-ce qu'il t'étonne? Est-ce qu'il montre quelque chose, est-ce qu'il montre des performances qui montrent qu'il doit rester en Formule 1? Elle est compliquée à répondre. La réponse est compliquée. Il a la vitesse, il est très bon. Ça, c'est sûr que ce qu'il nous fait là pour une pige jusqu'à la fin de la saison, c'est d'une régularité folle. Ouais. Dans cette Williams. En fait, le problème, c'est pas vraiment un problème, mais il expose, je trouve, un point intéressant, Colapinto, sur les performances qu'il nous montre ces derniers temps. Il y a deux questions en fait qui se posent sur ces performances-là. C'est au final, est-ce que Albon était si performant que ça avec cette Williams, ou alors est-ce que c'était Sargent qui était tellement en fait pas au niveau et qui n'avait absolument rien à faire là, qui fait que au final on banalise un petit peu ce que fait Colapinto alors que pas du tout. En fait, je sais pas trop sur quel pied danser. En fait, il est très très fort, Franco Colapinto. Il nous a sorti là sur ces 4 courses une régularité folle. Mais ça traduit quoi derrière? Parce qu'on a quand même pas mal encensé Albon justement sur cette saison en disant qu'il faisait le boulot. Mais on se dit... Qui sauvait même Williams d'ailleurs. Hein. Oui, mais imaginons qu'on avait mis Colapinto dès le début de la saison. Ouais. Ça se trouve que ça aurait été quelque chose de totalement différent et que peut-être que Colapinto aurait été devant Albon comptablement parlant, on n'en sait rien. Donc c'est ça le truc, c'est je trouve qu'il pose une question assez intéressante au niveau de la gestion de Williams et du ressenti au niveau des deux pilotes qu'il y avait jusque-là, mais en tout cas ça n'enlève rien à sa performance. Et je pense que ça revient un petit peu de plus en plus à se dire, Binotto, qu'est-ce que t'attends? En fait, qu'est-ce que t'attends pour passer un coup de fil à Williams? C'est dire, on veut Colapinto. En vrai de vrai, je me dis, Colapinto qui va chez Sauber, autant de pas y aller. Hein. Vraiment. Autant de pas y aller. Si c'est seulement pour 2025, autant pas y aller. Hein, parce que vraiment, là... Non, mais tu sais que l'année prochaine, tu vas clairement roter du sang. Ça, c'est un fait. Hülkenberg, il est pas, il sait très bien ce qu'il attend. C'est quoi roter du sang? Il va galérer, quoi, tu vois. Non. Clairement, il va galérer. Mais tu te dis que là, si sa fin de saison, elle est aussi consistante et performante et qu'il va encore réussir à marquer quelques points,
bon, bah, tu te dis que le gars a quand même du talent et de la réserve derrière lui, donc tu peux le laisser une saison avec ta merguez de steak et puis commencer le projet Audi avec lui, en fait. C'est qu'il se place via ses résultats, je trouve, en tout cas logiquement. Ah oui, il n'est pas considéré, pour moi, c'est une erreur. Et il était d'ailleurs pressenti aussi dans les candidats pour être chez Sauber l'année prochaine, et voire même Audi. D'ailleurs, justement. Soit c'est Colapinto qui est vraiment bon, alors c'est Albon qu'on l'on a surcoté. Albon surcoté, non. Par contre, je pense que Albon s'est peut-être un peu trop reposé sur ses lauriers vis-à-vis de la concurrence directe avec Logan Sargent. Peut-être, et ça montre surtout, quand tu vois Colapinto, quand tu vois Lawson, quand tu vois les performances de Berman avec ses 2 pitchs cette saison, bah que certains pilotes, je pense, dans les 2-3 saisons à venir, ont du souci à se faire. Parce qu'il y a une relève quand même qui est extrêmement performante derrière et qui n'attend qu'une chose, c'est d'avoir la moindre opportunité de monter en Formule 1 et de montrer ce dont il est capable. Théo Pourchaire, en fait. Théo Pourchaire est l'exemple parfait. Non mais voilà, c'est ça. Théo Pourchaire est l'exemple parfait, champion de F2 qui a une expérience du sport auto qui commence à devenir extrêmement intéressante. Si tu fais la comparaison par rapport à Colapinto Lawson, bah je pense qu'un Théo Pourchaire mériterait mieux d'être en Formule 1 que... Enfin, mériterait au vu du palmarès d'être en Formule 1 par rapport à eux. Et quand tu vois ce que fait Colapinto, ce que font Colapinto et Lawson, tu dis, ben Pourchaire, bah ouais les gars, ça aurait été... Il y aurait de quoi du moins montrer des choses performantes. C'est ça, et puis ça montre qu'aussi à l'avenir on peut avoir quand même une grille en Formule 1 avec un niveau quand même aussi assez impressionnant. Ouais, c'est vrai. On verra comment les Drugovich, on l'oublie aussi. Mais alors Drugovich, sachez que moi je suis moins fan de lui. Pourquoi ? Parce que Drugovich est un pilote qui est devenu champion de F2 dans la pire saison de F2. Et faut pas l'oublier. Certes. Mais il est champion de F2, tu vois. Oui, bien sûr. Mais il faudrait peut-être, voilà, je sais pas, il aura peut-être pas sa chance tout de suite. Mais on voire même jamais. Voire même jamais. Plus Drugovich, il a eu des options potentiellement pour aller chez Williams avec le sponsoring de banques brésiliennes, ou même chez Sauber à un moment. Malheureusement, à chaque fois, ça n'a jamais fonctionné. Je pense que ça s'arrête pas au-delà même de l'argent qu'il amène, c'est surtout au niveau du niveau. Donc c'est beaucoup d'écuries peut-être se posent des questions par rapport à ça. Donc ouais, mais aujourd'hui, la performance en F2, tu vois, t'es meilleur avec Colapinto, hein. Bah Colapinto, oui, Colapinto, première saison de F2, Formule 1. Non mais tu prends un gars, enfin voilà, c'est ça. Certes, c'est un tremplin intéressant, mais ça veut pas forcément dire grand chose. Ouais. Il était que 7ème, et pourtant, voilà, ce qu'il fait en Formule 1 aujourd'hui, c'est très très fort. Ouais. Et c'est pour ça que tu vois l'année prochaine, oui, on va avoir Antonelli, on va voir ce qu'Antonelli va être capable de faire sur une saison complète, et ça risque aussi d'être très très intéressant à suivre, malgré une saison de Formule 2 où il ne sera pas champion, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que la relève, voilà, elle va arriver vite et elle va faire très mal à certains. C'est clair. On verra comment les choses évolueront par rapport à la suite de saison 24 de Formule 1 et surtout à voir où seront ces pilotes en 2025. On sait que Liam Lawson sera en Formule 1 en 2025. Où est-ce que ce sera ? Est-ce que ce sera du côté de Red Bull Racing ou du côté de Visa HRB ? Mon nez me dit que ça devrait quand même être du côté de Red Bull Racing au vu de ce que produit un certain Sergio Pérez, bien sûr. Et Franco Colapinto, ça serait presque pas une honte non plus, mais quand même ce serait un sacré gâchis de ne pas le voir en Formule 1 en 2025, voire même potentiellement dans le futur, hein, parce que bon, Colapinto ne pas être en Formule 1 sur les 2 prochaines années, au-delà même de l'année prochaine, c'est dur, hein. Et en plus, il n'y a pas de place. Surtout, il n'y a pas de place. C'est ça qui est dur aussi, hein. C'est ça, après, le plus dur dans ce genre de pige, après, c'est de pouvoir aussi prouver derrière à un autre moment de la saison. Hein. Il y a eu l'exemple de Vrige. Hein. Oui. Tu fais une pige incroyable à Monza, t'arrives là, tu fais 11 Grands Prix, merci, bonsoir. Ouais. Donc, mais l'avantage pour Colapinto, c'est de bien se montrer en Formule 1. Voilà, son passage en F2, ça a été l'opportunité exceptionnelle pour lui de remplacer Sargent en cours de saison en Formule 1. Mais ce qu'on va retenir, forcément, c'est ses performances qu'il a fait en Formule 1. Et ce qu'il a fait en F2, bah, ce sera un petit peu accessoire. Et que cette fin de saison pour Colapinto sera une bonne ligne, en tout cas, sur son CV pour les prochains départs et les négociations dans d'autres écuries à l'avenir. Ouais, c'est clair. On verra comment les choses évolueront pour Franco Colapinto et Liam Lawson. Bien évidemment, après ce Grand Prix des États-Unis, le prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix du Mexique. Donc, pour Colapinto et Liam Lawson, il y aura de quoi faire réellement, bien sûr, sur une piste extrêmement intéressante et des monoplaces qui peuvent performer comme celle de Williams et bien sûr celle de Visa HRB. Pour Liam Lawson, bien sûr, les amis.